Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Maurice Ruben-Ayoun, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir ce vendredi matin à Radio J. Vous nous revenez avec un livre, je vais le dire avec mes mots, capital. Capital car c'est une synthèse absolument passionnante, historique mais aussi actuelle, sur la philosophie juive. Il est intitulé d'ailleurs très sobrement « La philosophie juive aux éditions du Cerf », avec la participation d'Esther Starobinsky-Safran. Je rappelle que vous êtes donc un universitaire émérite. Vous avez fait carrière d'ailleurs dans une partie du monde germanique, ou on va dire helvéto-germanique, dans l'université de Genève, à l'université de Heidelberg. Vous êtes d'ailleurs un germaniste très calé, bien bon connaisseur de Moïse Mendelssohn et de Martin Buber notamment, et vous nous présentez cette synthèse transhistorique sur la philosophie juive, qui reprend d'ailleurs des travaux que vous aviez faits antérieurement, sur la pensée juive, la manière dont elle s'est scindée en quelque sorte en deux parties, la partie séfarade et la partie judéo-allemande. Alors on va venir dans le cœur du sujet dans un instant, mais avant tout, peut-être, une question d'ordre général. La philosophie juive, dans le monde juif, elle est reconnue, j'allais dire, comme une discipline à part entière, notamment dans les universités israéliennes. Mais il faut qu'on se dise la vérité, à Affaires publiques, on n'est pas là pour raconter des bobards aux auditeurs de Radio J. Dans les universités françaises notamment, elle est comment vous dire, une petite annexe des départements de philosophie, mais sans plus. On peut même dire que c'est un parent pauvre. Bon, alors voilà. Comment vous expliquez la subsistance, en quelque sorte, de cette satellisation de la philosophie juive dans le monde académique européen ? Je vais vous répondre peut-être d'une manière un peu provocante, cher Alexis, bien que je ne sois pas un provocateur. Je crois que c'est dû, je le dis avec affection, c'est dû à une certaine politique de nos barbus, entre guillemets. Je l'ai dit, je le répète avec affection. Ils n'ont pas voulu favoriser l'ouverture ou la communication avec le monde ambiant, de crainte d'être totalement avalé, assimilé et de disparaître corps et âme. Or, moi, mon a priori dans ce livre-là, qui synthétise 40 ans de réflexion philosophique, mais pas seulement juive, mais principalement germanique. Absolument. C'est-à-dire, moi je suis très flatté qu'on fasse de moi un judaïsant, je suis juif, mais... Alors cela dit, vous avez quand même de nombreux travaux qui sont relatifs à l'histoire d'une partie de la philosophie juive. Je pense notamment à votre Franz Rosenzweig, qui a marqué beaucoup les esprits au moment de sa parution. Mais c'est toujours, cher Alexis, avec la germanité au bout de la rue. C'est-à-dire, mon Rosenzweig, c'est la germanité, mon Martin Buber, c'est la germanité, mon Mendelssohn, c'est la germanité, mon Lessing, c'est la germanité. Quand vous voyez, c'est quand même extrêmement étendu l'aspect germanique dans le livre. Et puis là aussi, dans celui-là, j'ai moi-même, je n'aurais pas existé en tant que professeur de philosophie si je n'avais pas été l'élève d'un grand juif hongrois germanophone, c'est mon maître Georges Vaïda, qui s'appelait Yehuda Aryeh Vaïda, et qui était d'ailleurs aussi un remarquable arabisant, je le dis en passant. C'est grâce à ça, mais en épelant toutes ces œuvres, je me rends compte combien la germanité m'a formé intellectuellement, pour arriver dans le creuset de la critique. C'est moi qui ai traduit Scholem de l'allemand. Alors justement, c'est vrai que là, posons une question biographique, que nos auditeurs, nos auditrices se posent, à mon avis, en vous entendant, Maurice Ruben-Ayoun, c'est passionnant. On commente librement votre nouveau livre, La philosophie juive, publié par les éditions du Cerf. Comment, quand on est natif du Maroc, dans une famille juive plutôt traditionnaliste, comment on en vient, se demande un certain nombre d'auditeurs, moi j'ai la réponse, mais peu importe, comment on en vient à s'intéresser de si près à la culture allemande et en particulier à la culture judéo-allemande? Je vais vous dire, c'est un fait que je ne m'explique pas moi-même d'une manière rationnelle. On peut dire que généralement les juifs marocains ils sont tournés vers l'Espagne. Non seulement ça, et puis ma mère, qu'elle repose en paix, s'appelait Gracia El Moznino. Mon père est né dans le Tafilalet au Maroc. Mais il y a une chose que moi-même je ne m'expliquais, qui est la chose suivante. Je ne me suis jamais laissé prendre au bisbille des petits rabbins de banlieue ou d'arrondissement qui nous faisaient passer un peu n'importe quoi pour du judaïsme. Moi... Vous pensez à quoi, justement, le n'importe quoi? C'est-à-dire l'exploitation sans discernement du Midrash. Moi, tout à l'heure, je parlerai du Midrash, mais je vais aussitôt lui accoler une interprétation philosophique. Par exemple, les présupposés de la philosophie au sein du judaïsme. Quand j'étais jeune étudiant, vous aviez
des commentateurs de quartier ou d'arrondissement qui nous disaient, mais il n'y a pas de philosophie juive. Il y a une pensée juive avec la révélation. Ces gens-là se trompaient gravement. Oui, sauf que, alors attendez quand même, pour être équitable, envers ces petits rabbins que vous ciblez, Maurice Rubenayoun, avec votre verve habituel. Oui, mais avec affection. Avec affection. Mais nous avons tout de même une grande figure du judaïsme français, ou disons franco-israélien, qui est Benny Lévy, qui n'a cessé d'expliquer dans son œuvre par ailleurs brillante qu'il n'y avait aucun rapport entre la pensée juive et la philosophie. La philosophie étant trop imprégnée à ses yeux de valeurs grecques et occidentales et chrétiennes. C'est pour ça que je ne me suis jamais entendu donc c'est pas non plus une invention complète. Non, monsieur Stone, c'est pour ça que je ne me suis jamais bien entendu avec lui et que je n'ai pas cherché à décoder ce qu'il disait. Mais je respecte sa mémoire. Et je respecte son héritage, qui n'est pas le mien, mais qui est considérable et estimable. Mais je reviens à ce que je vous disais, cher Alexis, à propos des présupposés et de la légitimation de la philosophie. Vous vous rappelez certainement, puisque vous êtes meilleur germaniste que moi, en 1935, d'un certain Léo Strauss, tout jeune, qui écrit « Philosophie und Gesetz ». Oui, alors il faut dire qui est Léo Strauss. Léo Strauss, c'est donc un juif allemand, absolument, qui est un élève de Heidegger, notamment, etc. Et un élève aussi de Carl Schmitt. Et de Carl Schmitt, vous avez raison. Un des élèves juifs de Carl Schmitt, exact, et qui va devenir aux États-Unis ensuite un ponte, voilà, et qui va inspirer ensuite une tradition d'analyste des relations internationales qu'on appelle la tradition néoconservatrice. Il a eu d'ailleurs des élèves célèbres comme Paul Wolfowitz et Bloom et Alan Bloom qui lui ont rendu hommage et qui ont trouvé dans ses travaux, à tort ou à raison, la justification des guerres préventives des États-Unis. Oui, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, c'était le père du libéralisme et de l'étude. Moi, ce que m'a apporté Léo Strauss, comme je vous disais, c'est en 1935, il écrit ce texte qui s'appelle « La philosophie et la loi ». C'était une réponse au grand livre qui m'a formé en allemand, qui s'appelle « Die Philosophie des Judentum » de votre ami Julius Gutmann, grand rabbin libéral d'une érudition écrasante. Ouais, qu'on peut d'ailleurs conseiller à nos auditrices, nos auditeurs, c'est une très bonne introduction. Outre vos livres, Maurice, c'est une très bonne introduction. On le trouve d'ailleurs dans la Bibliothèque des idées de Gallimard, absolument, en traduction. Il a été traduit. Bon, voilà. Il a été traduit, et il a été même bien traduit. Mais ce que je veux dire, c'est que les fondements légitimes de la philosophie existent au sein du judaïsme. Car vous savez, on a dit, mais on a déjà la révélation, on n'a pas besoin de la raison. Erreur fondamentale, parce que pour décoder la révélation, il faut la raison. Sinon, on n'a pas le logos. Il y a le mythos et il y a le logos. Le logos explique le mythe. Sinon, le mythe ne passe pas, ou la plupart des gens ne le comprennent pas. Mais ce que je veux dire, sans chercher à monopoliser la parole, cher Alexis, c'est que quand vous regardez avec un regard intelligent, j'ai bien dit intelligent, et non pas comme quelqu'un qui gobe tout ce qu'on lui raconte, les passages du Midrash sur, par exemple, l'œuvre du commencement, c'est-à-dire la création du monde, vous voyez que les vieux docteurs des Écritures, qui n'étaient pas encore des rabbins, mais qui étaient nettement mieux, les vieux docteurs des Écritures, qui disent l'expression « au commencement, Dieu créa le monde » est une expression difficile et malaisée à expliquer. C'est pourquoi il est impossible de vérifier et de transmettre à des hommes et à des êtres humains le mystère de l'œuvre de la création. Et ils expliquent, c'est pourquoi le texte sacré te dit « au commencement, Dieu créa ». Donc ça veut dire que les vieux rabbins, les vieux sages, disaient déjà que les commentaires de la Torah étaient des commentaires philosophiques et qu'ils étaient légitimes puisqu'ils nous disent « ne prenez pas ce terme au pied de la lettre ». Alors, Maurice Rubenayoun, c'est passionnant, on évoque, on commente, on midrash, si j'ose dire, votre Pensée juive aux éditions du Cerf, qui est un livre important. Un livre Philosophie juive. Votre philosophie juive, pardon, aux éditions du Cerf, qui est un livre important. Alors justement, concernant la pensée juive, j'avais une question, puisque vous nous faites part du fait qu'au fond, votre vie d'universitaire, de philosophe, d'écrivain, a été, je le dis avec mes mots, mais pour que tout le monde comprenne, de jeter un pont entre la pensée allemande et la pensée juive. On peut dire cela comme ça. Toute mon œuvre, si tant est qu'elle existe, c'est de prouver la compatibilité entre l'essence du judaïsme et la culture européenne. Alors justement, j'aimerais que vous expliquiez comment un juif comme vous, qui est un juif d'affirmation et de fidélité, c'est vrai, ne trouve pas à redire à une certaine tradition allemande, c'est pas parce qu'elle est allemande, mais c'est parce qu'elle est philosophique et ontologique, qui, avec Kant, avec Schelling, avec Hegel,
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait pas une place géniale au judaïsme dans l'histoire de la pensée des nations. Oui, mais les Juifs ont réagi comme des cambrioleurs. C'est-à-dire les meilleurs commentateurs de Hegel, c'est le Juif Edouard Gantz. Le meilleur commentateur de Kant, Hans Rosenkranz. Oui, et le meilleur, même le premier des commentateurs de Kant, c'est Salomon Maïmon. Très dont juste. Vous savez que j'ai traduit la biographie depuis déjà, ça nous vieillit, une trentaine d'années. Et on ne dira jamais assez d'ailleurs l'importance que pour beaucoup de juifs de la République, on pense à Léon Brunswick, on pense à Raymond Aron, Exact, a eu la pensée d'Emmanuel Kant dans la structuration de l'imaginaire du franco-judaïsme. Absolument, et puis les juifs religieux disent que quand ils entendent parler de l'impératif catégorique de Kant, ils disent « je me couvre la tête et je dis Amen, Amen ». C'est pas moi qui l'invente. Donc voilà pourquoi ce tropisme aïounien, si je puis dire, de la germanité et des études germaniques. Pourquoi ? Parce que ce sont les Allemands qui m'ont pris par la main et qui m'ont dit « voilà comment on interprète un texte ». En fait, ils m'ont appris à penser. Je ne peux pas les renier à mon âge, où je n'ai plus la possibilité de fonder une nouvelle école. Alors c'est vrai que vous avez raison, dans la pensée allemande du XXe siècle, il y a des noms pour lesquels l'herméneutique est fondamentale, notamment Hans Gadamer, par exemple. Oui, cette herméneutique, elle est juive. C'est ça qu'elle... Par contre, on peut parler d'un certain aveuglement de la part des Juifs, parce que moi, je suis culturellement germanique, mais je ne le suis pas humainement, ou je ne le suis pas politiquement, puisque je ne suis pas né en Allemagne. Mais je me suis rendu compte que le fait que je sois aussi germanique, si je puis dire, posait un problème. À Maurice Ruben-Ayoun, nous commentons la philosophie juive, votre nouveau livre aux éditions du Cerf. Alors, il y a une thèse qui est très intéressante, et j'aimerais que vous l'expliquiez à nos auditrices, nos auditeurs ce matin sur Radio J. Le défi, écrivez-vous, auquel est désormais confrontée la pensée juive dans son ensemble, est de réintégrer la culture universelle en se fondant sur les valeurs de la philosophie juive. Et vous ajoutez, le défi auquel est confrontée la philosophie dans son ensemble est d'intégrer pleinement le fil juif de sa trame historique pour pouvoir se prétendre universel. Et vous ajoutez, et on va le commenter, au 19e siècle, le judaïsme, nous le verrons à la fin de cet ouvrage, avait cru découvrir la clé du renouveau. Il crut en la science du judaïsme, la fameuse Wissenschaft des Studentums, etc., etc. Mais était-ce suffisant pour façonner son avenir, ajoutez-vous ? Ce n'est pas sûr. Un judaïsme vivant a besoin d'une philosophie juive vivante, confrontée à l'avenir et non point tournée vers le passé. Alors ma question est très simple. Écoutez, cher Alexis, c'est pas si mal dit. J'ai pas dit que c'était mal dit. Non, ma question est très simple. Ma question est très simple. Où voyez-vous les signes de la construction de cette pensée justement qui fait un pont entre les deux cultures et qui soit tournée vers l'avenir ? Eh bien, je le vois dans les traductions que j'ai fournies, mais je ne suis pas le seul. Les traductions que j'ai fournies de ces gens de la science du judaïsme. Curieusement, parce qu'on va refaire sortir un certain nombre de que sais-je réunis en un seul volume, j'ai retrouvé mon que sais-je qui est d'une érudition écrasante, ce qui explique que peu de gens l'aient lu, sur la science du judaïsme. Et on s'aperçoit que ce sont les juifs d'expression allemande, et surtout européenne, qui ont mis à l'honneur toutes ces choses sur le judaïsme. C'est-à-dire que ce que je reproche à un certain nombre d'érudits traditionnels aujourd'hui, et je le redis encore une fois d'une manière tout à fait gentille, c'est qu'ils n'ont pas le décodeur culturel. Il faut un décodeur culturel. Lorsque vous lisez, par exemple, une phrase de Gustav Mahler, le célébrissime directeur d'opéra de Vienne, qui avait dû se convertir pour devenir le patron de l'opéra de Vienne. Et qui a quand même laissé des traces de son judaïsme caché dans le chant de la terre, par exemple. Exact. Et puis surtout quand il a dit une phrase que je cite quelque part dans l'un de mes que sais-je, faire vivre la tradition, ce n'est pas vénérer les cendres. C'est quand même, en allemand, c'est que ça claque comme un fouet. Vénérer la tradition, c'est pas vénérer les cendres. Moi, quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a bouleversé. Or, aucun autre texte, à part les textes séfarades de Maïmonide, ne m'ont atteint à ce point. Parce que Maïmonide, c'est quand même 500 ans avant la Shoah. C'est terrible. Mon seul problème, que je vais le dire avec vous, en espérant que personne ne nous écoute, c'est que j'ai un peu honte lorsque je vois la Shoah. J'ai un peu honte vis-à-vis de moi-même en me disant j'ai porté cette culture au nu, parce que c'est, vous savez, enfin je devrais pas le dire, mais je suis aussi décoré chez les Français que chez les Allemands. Les Allemands, il n'y a pas une cérémonie culturelle à l'ambassade d'Allemagne sans que je ne sois pas invité. Tant mieux pour vous. Non, c'est pas ce que je veux dire, ils reconnaissent mon apport. Et comme je suis à la fois juif, français,
germanistes et philosophes, ils ont été les premiers à croire en moi et à me financer pour de longs séjours par les grandes fondations allemandes pour étudier la science du judaïsme. Alors, Maurice Ruben-Agnone, vous venez d'évoquer le traumatisme, la césure fondamentale du grand Khurban dans la culture contemporaine. Ça va au-delà des cultures juives, c'est dans la culture contemporaine. C'est la seule chose qui me pose un problème de conscience. Oui, alors il y a une thèse que vous connaissez d'un juif allemand qui s'appelle Hans Jonas, devenu citoyen américain, le concept de Dieu après Auschwitz. Il n'a pas changé. Oui, mais il nous explique, et elle est intéressante, vous allez nous dire ce que vous en pensez, qu'au fond on s'est trompé. Sur Dieu, on s'est trompé. On a pensé, dans la culture occidentale au sens large, juive y compris d'ailleurs, qu'il y avait une omnipotence et une omniscience de Dieu. Et au fond, il faut en rabattre après la Shoah, selon Jonas, et il faut penser à un Dieu qui s'est rétracté, un Dieu qui a pratiqué le tzimtzum de telle sorte qu'il n'est plus en capacité d'intervenir pour sauver les suppliciés. Je vais vous expliquer quelque chose, cher Alexis. Quand j'étais petit, mon père, qui dominait parfaitement le français, mais qui avait une culture théologique arabo-musulmane, m'a dit un jour, ne rentre pas mon fils dans les décrets divins. Il y a des choses, la philosophie de la Shoah, si on peut appeler ça comme ça, est quelque chose qui, moi, personnellement, en tant que philosophe, me dépasse et continuera jusqu'à mon dernier jour à me dépasser. Je ne peux pas imaginer, même dans mes pires cauchemars, un tel massacre, un tel hachoir à viande. C'est quelque chose qui me dépasse. Alors maintenant, le fait que Hans Jonas ait dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé notre conception de Dieu après cette catastrophe immense, c'est quelque chose qui avait été dit avant lui et qui même figure dans le Talmud. Et Yerushalmi, dans un article vibrant, en fait état. Maurice Ruben-Agnone, il nous reste 5 grandes minutes et nous avons un agenda encore très chargé ensemble, tellement votre livre est foisonnant et je dois le dire absolument captivant. La philosophie juive aux éditions du Cerf. 2 questions principales que j'aimerais que nous évoquions ensemble. Car, vous le dites, c'est une pensée qui doit éclairer l'avenir. Pas seulement ressasser le passé dans des commentaires et dans des vieux grimoires, comme le disait Emmanuel Lévinas. 2 questions très importantes. Nous avons aujourd'hui un défi planétaire qui est celui du transhumanisme qui se présente sous la forme sympathique apparemment de l'intelligence artificielle. Oui. Il y a une réflexion juive de haut niveau sur ces questions. Je pense à notre ami le grand rabbin Gilles Bernheim, qui a publié des textes fondamentaux et extrêmement critiques à l'égard de l'adoption par certains Israéliens des canons de l'intelligence artificielle. Je résume, Bernheim nous dit « On est en train de détruire le vieil Adam, sous le couvert d'une modernisation sympathique des Startup Nations. » Ça vaut pour la France, ça vaut pour Israël. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, au regard de vos études de la philosophie juive? Écoutez, j'étais en train de feuilleter un texte que j'avais mis dans ma veste pour ne pas l'oublier. Je crois que le mérite le plus grand que s'est acquis la pensée juive ou la philosophie juive, c'est d'avoir refusé une fois pour toutes l'autarcie intellectuelle et l'autarcie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire en clair qu'on ne s'est jamais fermé aux influences extérieures qui nous ont permis de ne jamais être en retard d'une modernité, ce qui est le cas d'autres religions. Donc vous êtes pour le transhumanisme, vous? Non, c'est pas que... D'abord, c'est une notion que je maîtrise mal. Je ne la connais pas assez bien. Et j'ai un principe... Comment vous expliquez que Bernheim, par exemple, soit si sévère dans sa condamnation a priori de toutes les adaptations que pourraient faire nos sociétés? Il pense à la France, il pense à Israël. Il est moins philosophe que moi, il est surtout théologien, ce qui n'est pas dans ma bouche une injure. Il est plus théologien que philosophe. Et puis, il est rabbin. Donc ça imprime quand même un certain pli à la pensée. Moi, je considère que la philosophie est à promouvoir grâce à son côté universel et universaliste. Et je pense que la philosophie juive, précisément, est arrivée là où elle est arrivée grâce à son universalisme, et elle a toujours rejeté ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le fait de le repli sur soi. Maurice Ruben-Agnone, il nous reste 3 minutes, je suis désolé, c'est passionnant, vous reviendrez. Il y a une question sur la démocratie israélienne. On ne va pas commenter politiquement la crise, ça n'a pas un grand intérêt. Je ne vous demande pas si vous êtes pour Netanyahou, contre Netanyahou, pour la réforme, contre la réforme, on s'en fiche. Je pourrais y répondre. Voilà. Mais en revanche, il y a une question de fond que les politistes les plus intelligents notent. Nous sommes peut-être en face d'un processus de destruction de l'intérieur de l'État israélien, au sens où le Behémoth l'emporte sur le Léviathan.
Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a une tentation aujourd'hui, dans une partie du pouvoir de la droite actuelle en Israël, de créer les conditions d'une non-étativité souverainiste et autoritaire ? Écoutez, je pense que les religieux, entre guillemets, en les englobant d'une manière un peu arbitraire, font fausse route. Netanyahou n'est pas religieux, hein ? Non, mais Netanyahou, vous voulez que je vous le dise, moi je suis un partisan déclaré de Netanyahou, mais sans violence, c'est-à-dire sans agresser qui que ce soit. Enfin, c'est lui qui mène cette réforme illibérale. Hein. Oui, mais attendez, il est menacé de toutes parts. Il est menacé de toutes parts. C'est pas à vous que je vais expliquer les contingences de l'engagement philosophique. On le voit d'ailleurs. Moi, je considère que nous n'avons plus affaire à notre grand Netanyahou d'avant. Il donne l'impression d'être retenu, d'être gêné aux entours. Mais moi, ce qui m'a totalement déstabilisé, c'est que des barbus, excusez-moi, là je le dis sans guillemets, est exigé que l'on arrête la production d'électricité du Shabbat pour avoir une électricité cachère. Certes, mais ne vous écartez pas trop de cette thèse-là. Est-ce qu'on est en train d'assister jour après jour, mais de manière évidemment subreptice et hypocrite, à la transformation d'un État fondé sur les canons des démocraties pluralistes constitutionnelles à l'européenne en une sorte de behemoth semi-libéral qui ressemble, laissez-moi finir, qui ressemblerait davantage aux États du Moyen-Orient qu'à des États européens. Je n'y crois pas un seul instant. Maintenant, il y a une autre chose. C'est que, cher Alexis, on est en train de vivre une sorte de suprématie à l'envers. Il y a un règlement de compte qui ne dit pas son nom entre des gens qui veulent conserver l'ancien suprématie des Ashkénazes, et personnellement je suis pour, puisque je suis le plus Ashkénaze des séfarades. Les plus Ashkénazes des séfarades, absolument. Mais j'analyse d'une manière objective. Or, ils veulent renverser ceux d'en face. Pour vous, c'est une des clés de cette crise autour de la constitution israélienne ? Pour moi, il est évident qu'il y a une reprise en main, mais cela ne nous dispense pas de trouver une meilleure réponse à la question à 100 balles. C'est comment conçoit-on un État juif ? Il y a 2 ans, j'avais commis un article dans le journal Le Monde à propos de comment concevoir un État juif. Et c'est la question qui se pose à nous. Donc, il y a un danger, mais il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Les intellectuels de gauche français qui font des grands raouts avec Anne Sinclair à Bruxelles pour dénoncer la politique israélienne, ils sont dans le faux, d'après vous ? J'adore Anne Sinclair, mais je pense qu'elle a raté une rare occasion de se taire. Pourquoi ? Mais parce qu'elle a dit des choses, elle les pense certainement, mais qui ont fait flop. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise tout autre chose. Mais elle n'est pas la seule, hein ? Non, elle n'est pas la seule, mais et quand Tzipi Livni vient justement à l'invitation d'Eli Barnavi à Bruxelles, elle a tort, par exemple ? Tzipi Livni porte très bien la toilette, mais au niveau des concepts politiques, je crois qu'elle peut être votre élève ou mon élève. Vous pouvez être acéré et même méchant, Maurice Ruben Ayoun. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. On vous souhaite un très bon Shabbat et on recommande évidemment... Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, cher Maurice. On recommande La philosophie juive aux éditions du Cerf, qui est un ouvrage absolument passionnant. On n'a pas pu en faire le tour complet. On s'en excuse. Très bon Shabbat à tous. Merci à vous et Shabbat Shalom. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.